Moi, j'en ai une pour vous, du coup, par rapport à ce que vous venez de dire sur les perdus de vue. Dans les développements futurs, est-ce que vous avez vous êtes en train de réfléchir à ça, comment pouvoir les retrouver, quoi, pour qu'elles reviennent, parce que c'est vrai que le plus gros, en tout cas du travail de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire aller vers le dépistage, a été fait, donc il y a quand même, en tout cas dans d'autres secteurs, c'est un sujet qui a beaucoup été abordé, le perdu de vue. Donc, est-ce que vous avez des idées pour pas les laisser après dans la nature, quoi? Pour les femmes qui avaient des résultats négatifs, on les a informées. Enfin, moi, je les ai informées soit par téléphone, soit quand je les ai revues sur des maraudes. Dans le cas où on avait des positifs, on a juste eu un seul perdu de vue. C'est une femme roumaine qui est retournée au pays. Donc, du coup, on l'avait perdu de vue. Mais sinon, on insiste, en fait. Enfin, moi, j'ai tous les numéros de téléphone des personnes. C'est des personnes qui fréquentent quand même le local, qu'on voit sur les maraudes aussi toutes les semaines, parce qu'on tourne quand même 5 fois par semaine sur les différents lieux de prostitution parisiens. Et du coup, en fait, c'est vraiment le travail de rappeler, d'expliquer. Et ensuite, de faire vraiment un accompagnement physique. Il y avait une personne, notamment à Montreuil, où je lui ai dit de venir au local. Enfin, j'ai vraiment insisté. C'était des gonocoques et chlamydia, mais il y a tout un gros travail derrière, justement, de médiation et d'essayer de donner confiance et d'expliquer l'importance d'aller se faire traiter. Voilà. Mais c'est vrai, quand elles ont des résultats complètement négatifs, même s'il n'y a pas de vaccination hépatite B, on leur dit que ce serait bien qu'elles reviennent, mais on n'insiste pas parce que c'est aussi leur choix, en fait. Enfin, on n'a pas à imposer ça à ces personnes, quoi. Bonjour. C'est plus une réaction. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'observe des personnes qui rentrent en contact avec moi, c'est au niveau alors, comment est-ce que je vais essayer d'expliquer ça? On a une pensée autour de la prévalence qui crée en même temps une forme de discrimination. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des populations cibles, sauf que cette population cible, elle ressort énormément à travers la prise en charge. C'est-à-dire que quand une personne va aux urgences et qu'on lui pose des questions sur ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait, elle n'est pas forcément à l'aise à parler de sa sexualité, de tout ce qui s'est passé. Et donc on a un phénomène où en fait, en même temps, on essaie de cibler, et à force de cibler, j'ai l'impression que selon les professionnels, il y a une stigmatisation qui rend la chose très compliquée. Faut savoir que, bon, moi c'est vrai que quand j'ai découvert le tableau de recommandation Morla sur les recommandations de TPE, je trouve que c'est quand même assez honteux. Et j'ai des refus de TPE à répétition de personnes qui vont aux urgences, où on met un temps fou à arriver à les motiver, à prendre le courage d'aller aux urgences. Faut savoir que quand un gamin a 16 ans, qu'il n'a jamais pris rendez-vous avec son généraliste et qu'il arrive à avoir le courage d'aller aux urgences et qu'on lui dit « Ah ben non, vous avez couché avec une personne hétérosexuelle, c'est pas à risque, par contre revenez dans 2 mois, on verra si vous avez le VIH ». Ça crée des traumatismes qui sont dingues. Et c'est vrai que ce qui n'apparaît pas encore aujourd'hui, je trouve que c'est le droit des patients, et notamment aussi des usagers et des PV-VIH, qui pourrait sécuriser aussi ou faciliter l'accès aux soins. Ça fait à peu près... Moi j'ai l'impression en tout cas que dans ma prise en charge de PV-VIH, on s'arrête au niveau du TAS, c'est-à-dire que je vois mon infectiologue, on vérifie que je suis bien détectable, que je peux pas transmettre, merci, au revoir. On m'a jamais informé sur mon traitement, on m'a jamais informé sur mes droits. Ça fait 1 an que je sais que je peux faire des enfants, on me l'avait jamais dit. Donc il y a quand même un manque d'accompagnement au niveau des PV-VIH, et cette même problématique, on la retrouve chez des personnes qui sont séronégatives, et c'est les mêmes problématiques au niveau de la prise en charge. Et c'est vrai que, personnellement, moi je suis croyant en l'idée que j'espère un jour qu'on arrivera à arrêter de poser toutes ces questions aux patients, que ça sera au patient de décider s'il veut parler de son expérience et de sa sexualité, et qu'on l'informe directement sur quels sont les rapports à risque, et à vous d'évaluer. On ne peut pas en même temps obliger aux patients de dire venez, mais par contre c'est le médecin qui va décider votre prise en charge, et en même temps vous prenez le risque d'être jugé parce qu'on va vous poser des questions sur votre sexualité, et en même temps dire c'est bizarre, le patient il y va pas, il a peur d'y aller. Donc voilà, c'est un peu en vrac, là je sais pas si c'est clair ce que je dis. Non, si c'est clair, mais justement d'où l'intérêt d'avoir des endroits safe pour ces personnes. Enfin, nous, je sais que dans l'association, c'est un endroit qui leur appartient, qu'on essaie que ce soit le plus chaleureux possible, et justement de leur laisser la parole et leur autonomie sur elles, qu'est-ce qu'elles veulent, et justement de ne pas être là à imposer, faut que vous soyez sous PrEP parce que vous faites du travail du sexe. C'est selon vos pratiques, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Si c'est le cas, oui, et on peut vous proposer une consultation médicale. Mais on n'est pas là à justement imposer la PrEP parce que vous êtes une travailleuse du sexe. Au contraire, justement, c'est là où on perd les personnes. Non, c'est plutôt dans l'effet inverse, dans les moments où on ne donne pas
C'est ça où je trouve que c'est... Moi, je veux parler avec ma casquette du coup de médecin qui voit des TPE. Et nous, la politique, enfin, en tout cas à l'hôpital de Montreuil, c'était que toute personne qui vient pour demander un TPE aux urgences, il ressort avec son TPE. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que les urgentistes te prennent la peine de poser des questions. Globalement, quand il y a une personne qui vient pour un accident d'exposition, ils mettent un TPE. Par contre, nous, ce qu'on demande, c'est que les patients reviennent à 3-5 jours au centre de dépistage pour qu'on fasse le point. Donc, de mon expérience très locale à Montreuil... Vous êtes à Paris, moi je suis à Nice, et en dehors de Paris, j'ai fait 10 accompagnements cette année. Les 4 derniers mois, 10 accompagnements, 10 refus. Et donc, 10 refus total en urgence. Alors, voilà. Donc, nous, c'est une pratique clairement qu'on ne voit pas. Et ensuite, par contre, nous, c'est au centre de dépistage, c'est donc au médecin infectieux qui dit, en gros, qui considère est-ce que le risque est là et on poursuit le TPE pour les 28 jours au total, ou est-ce qu'on considère qu'il n'y a pas de risque et donc dans ce cas-là, on arrête le TPE. Il faut savoir que le TPE, ça reste une trithérapie, donc c'est des médicaments qui ne sont pas anodins. Il y a des risques, alors qu'ils sont toujours très très faibles, mais d'insuffisance rénale sur tubulopathie, parce que c'est des médicaments qui peuvent être pour des personnes, je ne sais pas, qui ont des allergies, qui ont des sensibilités qu'on ne connaît pas, ça reste un traitement. Et donc, c'est toujours une histoire de bénéfice-risque. Et par exemple, dans les 4-5 jours, la personne a peut-être pu récupérer la sérologie VIH du ou de la partenaire. Il peut se passer pas mal de choses. Donc moi, j'insiste pour expliquer aux patients. Je lui montre d'ailleurs le rapport Morla. Je lui dis, c'est pas moi qui décide, entre guillemets, c'est pas de mon appréciation, à savoir est-ce que vous êtes comme ci, comme... Non, c'est pas moi, c'est pas sur une appréciation. Donc, qu'il y a un cadre. Je l'explique le risque aussi, parce que il y a des patients qui se sentent à risque, par exemple, après une fellation non protégée, ils se sentent à risque de VIH, et j'explique. Voilà, le risque, il va plutôt être là de chlamydia et de gonocoque, et en fait, le TPE ne fonctionnera pas là-dessus. Donc, il y a aussi, en tout cas, moi, je trouve que mon travail, c'est de l'information, d'expliquer comment est-ce qu'on attrape ces IST aussi, que on n'attrape pas toutes les IST, le VIH, on ne l'attrape pas de la même manière que du chlamydia, et que souvent, il y a aussi... une perception du risque ou parfois des gens d'anxiété suite justement à une non-connaissance. Donc, c'est pas sur ces points-là. Dans la recommandation de Borla, il y a des rapports avec éjaculation hétérosexuelle. Si ça ne fait pas partie de prévalence, on ne donne pas alors qu'il y a vraiment eu un rapport à risque. Ah oui, alors... Ça, c'est sûr que quand il n'y a pas de rapport à risque, il n'y a pas de nécessité de mettre un TPE. Mais quand c'est une personne, une femme qui a eu une relation avec un homme, qui a eu éjaculation, et qu'on lui refuse le TPE en lui disant vous ne faites pas partie des... Est-ce que l'homme... C'est quand même extrêmement violent. Et c'est ce qui fait aussi que les hétérosexuels... moi, je suis homosexuel et séropositif. Je me retrouve à défendre les droits des hétéros. C'est très étonnant. Mais c'est assez... ça peut expliquer aussi beaucoup un manque de communication et un fantasme qu'on alimente, parce qu'en même temps, quand on voit qu'on nous dit en tant qu'aux hétérosexuels, on ne va pas vous donner le TPE parce que c'est quand même pas anodin, mais qu'on voit qu'on donne la PrEP aux homosexuels, on se dit alors l'homosexuel c'est quoi? Il ne vaut pas la peine, c'est pas grave s'il prend un traitement à vie. Donc il y a quand même des incohérences dans les fantasmes où on se dit, où on a du mal à saisir. C'est vrai qu'il y a des personnes, ils sont homosexuels, on va leur donner la PrEP. Sans même forcément chercher à savoir quel type de sexualité ils ont, est-ce qu'ils sont protégés, pas protégés. On a tendance à nous associer au chemsex assez facilement, alors que c'est pas forcément... Je ne fais pas de généralité, je dis vraiment en tout cas... voilà. Mais la PrEP, ça fait aussi partie, la prévention diversifiée justement, de dire que tous les 3 mois, il y a un bilan de dépistage. Au-delà de prescrire la PrEP, et d'ailleurs parfois ce qu'on ne fait pas, puisque... on évalue aussi les risques des patients, et de dire peut-être il n'y a pas besoin, mais par contre on vous revoit dans 3 mois, ça permet de faire un bilan en fait aussi. Donc moi le fait de, comme on dit tout à l'heure, on a montré les chiffres de quelle est la prévalence chez les hétérosexuels hommes nés en France. Elle est quand même très faible, et donc mettre un TPE pour donner une sorte de sensation d'égalité, alors qu'en fait, malheureusement, il n'y a pas d'égalité. Il y a des populations, des populations qui sont plus à risque parce que la prévalence dans la population est plus importante que dans d'autres. Donc je pense, alors après, moi, le rapport Morla, je ne l'ai pas écrit, etc., mais je pense que ces recommandations, elles ont été faites là-dessus, en se disant,
sur, je sais pas, après c'est une histoire comment dire, de statistiques et c'est dommage de, comment dire. Le problème, c'est qu'on n'imagine pas la violence d'une femme hétérosexuelle qui a eu un rapport à risque avec éjaculation et qu'on lui dit il y a un risque réel de transmission VIH, mais on ne va pas vous le donner parce qu'on ne fait pas partie des groupes de prévalence, mais revenez dans 2 mois pour faire un dépistage, c'est quand même assez violent. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est le droit du patient. C'est-à-dire que la recommandation, à mon sens, reste une recommandation. Et c'est vrai que si on n'a pas un contrat soignant-soigné qui permet aussi aux usagers de se sentir acteurs de leur choix, il y a un moment où on se sent dépossédé et c'est assez castrateur pour le patient. Et ça peut aussi créer des traumatismes et des difficultés de communication autour des outils préventifs. Alors, oui, on entend, alors je prends ma casquette de médecin, mais c'est vrai que on comprend cette problématique. Mais c'est pour revenir un peu sur ce que dit Valériane, c'est qu'il y a une question aussi de prévalence. Il y a un problème de risque. Le traitement qu'on prend, le TPE, c'est pas anodin. Pendant 28 jours, on donne à quelqu'un 3 comprimés. Alors, ça dépend des schémas, ça dépend des structures, soit 3 comprimés, soit 1 comprimé, mais c'est une trithérapie. Pendant 28 jours, on va donner à quelqu'un un traitement alors qu'on est quasiment sûr à 99% qu'il n'y a aucun risque, parce qu'il n'appartient pas à une population à risque. Alors, le rôle du médecin, c'est d'expliquer, le médecin ou la personne, en tout cas, qui est en charge de cette personne qui a un accident d'exposition ou sexuel, d'expliquer pourquoi on ne met pas le TPE. Il faut l'expliquer, il faut trouver les mots. Et c'est pas juste dire... Vous vous rendez compte du parallèle que ça fait entre toute l'histoire qu'il y a autour de l'homosexualité et de l'image rattachée aux étrangers sur le VIH et qu'on a une stigmatisation qui est très forte. Non, mais du coup, ça crée une sorte de... En même temps, ça appuie sur les discriminations. Non, mais on est tout à fait d'accord. Et ça, c'est un biais qui est compliqué à avoir. Et c'est vrai que moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas, sous prétexte d'une vision médicale qui est associée à un genre, à une origine, à une couleur de peau, à une ethnie, peu importe, définir à un patient, on va vous donner un traitement ou pas. Il faut aussi que le patient soit acteur aussi, et puis à un moment avoir l'impression qu'il peut décider et pas avoir l'impression qu'on ne va pas lui donner le traitement parce qu'il ne vient pas d'Afrique subsaharienne ou parce que c'est pas un homosexuel. Il y a quand même quelque chose de très violent pour le patient à ce niveau-là. Alors, oui, vu sous cet angle-là de la discrimination, ça peut s'entendre. Mais en même temps, on a le coût-bénéfice, parce que c'est un coût aussi, ces médicaments qu'on donne. C'est pas que... et le risque pour la personne aussi qui le prend. Est-ce qu'on va, en tant que médecin, donner des médicaments qui sont un risque pour un patient alors qu'il n'a aucun bénéfice à en tirer du traitement qu'on va lui donner pendant 28 jours? Et en plus, il ne faut pas oublier le suivi de 3 mois. Quand il a son TPE pendant 3 mois, il attend de savoir s'il est négatif ou pas. Donc, voilà. On va le suivre 6 semaines, 3 mois pour faire des tests. Oui, Oui, donc... des personnes que j'accompagne, des personnes qui ont eu un risque et que leur réponse est revenez dans 2 mois, on verra si vous avez le VIH, elle est mise dans un état Non, mais on leur dit pas... Alors, normalement, lorsqu'on ne met pas le TPE en place, c'est qu'on considère qu'il n'y a pas de risque. Donc, on lui donne... Mais oui, pour nous, il n'y a pas de risque. Si on ne met pas le TPE en place, c'est qu'il n'y a pas de risque. De VIH. Mais oui, donc il faut expliquer à la personne que 0 risque VIH. Alors après, chlamydia, gono, syphilis, oui, potentiellement, mais pas de risque VIH. Donc on lui dit pas revenez dans... Alors c'est 6 semaines, c'est pas 2 mois. Revenez dans 6 semaines, on va vous faire un test VIH. Mais non, sinon on n'est pas cohérent. Soit on dit qu'il y a un risque, alors on met le TPE, soit il n'y a pas de risque. Alors à ce moment-là, dans 6 semaines, on ne lui dit pas qu'on va lui faire un test VIH. Donc ça, c'est quelque chose, si ça se fait, alors ça peut se faire dans certains hôpitaux. Je ne dis pas, parce que nous, on entend. Hein. On a des gens qui nous sollicitent en disant, oui, on est allé aux urgences. Alors ce n'est pas souvent, effectivement, la région parisienne. Souvent, ils sont assez bien informés. On a tous les pontes qui sont ici. Donc voilà. Mais quand effectivement, que ce soit à Nice, alors vous êtes sur Nice, mais dans d'autres régions, on peut entendre effectivement une méconnaissance ou des choses qui sont mal mises en place. On a eu même des cas où des gens ont été mordus, alors la morsure avec juste des traces de dents et on les a mis sous TPE. Donc on peut voir ça, voilà, on peut voir plein de choses. Donc on lutte contre la discrimination, on n'est pas là-dedans, mais on essaye aussi de faire en sorte que de ne pas mettre en danger la vie des gens
avec ce traitement-là, parce que ce n'est pas anodin. Comme on l'a dit, c'est 28 jours d'un traitement qui est très, très lourd. Moi, je voudrais revenir sur le... Oui. Je voulais juste vous dire qu'on a l'intention de faire un petit déjeuner sur le TPE, parce que... Pardon. On a l'intention de faire un TPE sur le TPE, un petit déjeuner sur le TPE. Donc, à ce moment-là, on discutera du TPE. Puis, aujourd'hui, on revient à la PrEP, si vous voulez bien. Oui, moi je voulais revenir donc sur les différentes présentations. Ce que vous avez pu remarquer, j'espère, c'est que 3 interventions et on a quasiment les mêmes constats, alors que nous on est national. On entend ce qu'on vous a rapporté là, c'est pas l'Île-de-France, c'est pas Montreuil, c'est pas les appels du bus des femmes. C'est ce qui se passe. Les appels proviennent de toute la France. Et on se rend compte quand même qu'il y a un constat, c'est que les femmes sont sous-informées. Et effectivement, comme je l'ai dit au départ, c'est que beaucoup de communication a été faite sur les HSH en priorité, que c'était la population qui devait prendre la PrEP. Mais on se rend compte également que les femmes, elles, en tout cas, même pour celles qui nous sollicitent, il y a une précarité qui est manifeste. Et effectivement, leur santé sexuelle, ce n'est pas la priorité. Bon, ça fait partie, c'est un tout. Et effectivement, si on ne doit que s'attacher à leur santé sexuelle et à leur proposer des outils de prévention, et elles ne vont pas capter parce qu'elles ont besoin d'un toit, elles ont besoin de manger, elles ont besoin de s'occuper de leurs enfants, parce que certaines ont des enfants aussi. Donc, il y a ça qui est quand même assez prégnant dans la population que nous, on a au téléphone, mais qui sont également présentes, que ce soit au Cégide de Montreuil ou dans le bus des femmes. Donc, aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Comment on peut aider à ce que nous, de notre petite place, parce que voilà, on est vraiment, on représente pas toute la France et on représente pas toutes les femmes, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça ? Alors, il y a des actions qui sont menées pas mal au niveau des, que ce soit sur le Cégide de Montreuil ou que ce soit par les bus des femmes, mais plus globalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des préconisations à faire ? Est-ce qu'on doit interpeller les pouvoirs publics, enfin en tout cas les décideurs ? Je sais pas, c'est là vraiment la question que je pose. Alors on travaille avec des associations, que ce soit Icambéré ou Africavenir, mais ça encore ça reste l'Île-de-France. Mais il y a d'autres choses qui peuvent se faire dans d'autres régions. Mais voilà, la question aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de ce constat-là ? Donc, alors, je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse là tout de suite, mais au moins, ça serait pas mal d'y réfléchir parce que je pense qu'on a un rôle à jouer pour améliorer, en tout cas, ce constat. Alors, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, la femme au sens large. Et en fait, quand j'entends des sujets comme ça, ça fait appel aussi, moi, à des connaissances par rapport aux violences faites aux femmes. C'est-à-dire que je pense que si on fait c'est une hypothèse, hein, j'ai pas fait des études là-dessus, mais je pense que si on faisait des liens entre les associations des violences faites aux femmes au sens global et nous, les associations de santé, parce que quand on parle d'Icambéré, on reste quand même dans le secteur du VIH aussi, on est en contact avec des autres associations qui parlent aux femmes avec des problématiques de santé sexuelle, mais on ne va pas encore assez vers les associations qui prennent en charge les violences faites aux femmes au sens large. Et en fait, je pense que c'est dans ces associations-là qu'on pourrait peut-être faire encore plus de la prévention sur tout ce qui est santé sexuelle, parce que ces femmes, quand elles sont victimes de violences, on sait très bien que la santé sexuelle, c'est peut-être la dernière chose qui doit être qui est respectée. Donc il y a peut-être quelque chose à faire aussi, des ponts avec d'autres associations qui s'occupent de femmes en dehors de la santé sexuelle. Non, c'est pas la question prioritaire en fait. Ça tombe bien parce qu'en plus, on travaille avec l'association des femmes, la FNF, je ne sais plus comment on dit, la Fédération nationale des femmes, donc violence contre le 39-19. Et oui, moi, après, j'étais pas là au tout début quand il y a eu quand la PrEP a commencé, je travaillais pas encore, mais enfin moi, je pense qu'il y a un déficit de communication. Enfin, je ne comprends pas pourquoi on parle si peu de la PrEP. Et je pense que justement là, pour en revenir aux violences faites aux femmes, maintenant j'ai le sentiment, mais
de voir des affiches sur les femmes victimes de violences, de voir des spots à la télé sur les femmes victimes de violences. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas, mais en tout cas, de les rendre visibles. Et effectivement, la PrEP, pour les HSH, il y a eu une visibilité, alors qu'elle n'était pas forcément à la télé, mais il y a eu une visibilité, peut-être communautaire, etc. Et je pense que la PrEP chez les hétérosexuels, il y a beaucoup de personnes qui ignorent ce que c'est, même sans en avoir forcément besoin. C'est pas du tout, ça fait pas partie des. Quand on demande comment est-ce que vous vous protégez contre le VIH, je pense que si on fait une étude dans la population générale, je l'ai pas faite, mais je pense que la PrEP, ça ressort pas. Et je pense qu'en termes de communication, alors je sais pas, c'est les pouvoirs publics, je sais pas qui décide de ça, mais moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas. En fait, à SIDA Info Service, on considère qu'il y a deux points sur lesquels travailler. La communication, et effectivement, travailler sur la communication entre associations très large est une des choses qui pourrait améliorer la communication et l'accès des femmes à l'information. Mais il y a aussi le manque d'études chez les femmes. Chez les hommes, il y a eu des études qui ont montré que la concentration dans les spermes était comme ça ou comme ci. Chez les femmes, il n'y en a pas. Et malheureusement, même dans les autres études en dehors de la PrEP, il y a très peu de femmes qui sont incluses dans les études cliniques. Donc il y a également aussi, en plus de la communication, c'est alerter les décideurs, alerter. Moi, j'ai essayé de le faire. Donc en passant par ceux qui ont été à l'initiative de la PrEP pour essayer de voir comment on peut travailler chez les femmes, de la même façon qu'on a travaillé chez les hommes. Ça n'a pas eu d'écho. En tous les cas, on m'a renvoyé en me disant « Moi, ça ne m'intéresse pas, mais peut-être que mes collègues sont intéressés. » Donc, en mettant un certain nombre de personnes en copie, personne n'a réagi. Donc, il faut qu'en tant qu'association, nous fassions pression également sur les décideurs pour... on n'a pas besoin d'études prospectives. On peut très bien se baser sur le rétrospectif pour tirer des conclusions. Mais il faut qu'il y ait une volonté de le faire. Je vois qu'il y a beaucoup de mains levées. On parlait de discrimination, mais je crois qu'il y a une discrimination hommes et femmes. Ça, c'est indéniable. Ce dont on n'a pas parlé, c'est surtout l'éducation à la sexualité. Bon, moi, ça fait quelques années que je suis plus au collège, mais je me souviens d'une intervention d'une infirmière sur les IST, comment se protéger. C'était, il y a le préservatif, voilà comment on le met, et c'est fini. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. On parle du préservatif, mais aux jeunes, qu'ils soient hétérosexuels, homosexuels, cisgenres, transgenres, etc., on ne parle pas de toutes les avancées autour du VIH et des IST. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont peu informés, parce que les associations ont fait déjà ce travail, des affiches autour du 1er décembre, voilà ce qui existe, etc. Mais on parle à des adultes, c'est déjà trop tard, je pense. Non, c'est bonjour. C'est pour revenir un peu à ce que tu disais là, tout à l'heure, c'est que bon, il y a deux choses. D'abord, je vais vous demander, j'ai pas bien compris ce que vous avez dit à la fin quand vous avez parlé. Vous avez dit qu'il n'y avait pas encore de validation de la prise médicamenteuse. Ah non, du changement de prise. Je voulais juste dire que pour les femmes, c'était pas validé ce traitement, le traitement de la PrEP par intermittence, quoi. Voilà, ben c'est ça la question, c'est exactement ça. On en revient à ça. Qu'est-ce qui fait que il n'y a pas d'études sur la PrEP en continu non plus? Il n'y a pas d'études. Et on dit aujourd'hui qu'on ne peut pas donner la PrEP aux femmes. Un des arguments aujourd'hui, alors que quand toutes les études sur la PrEP ont été faites que sur des hommes, il faut bien regarder les choses en face. Bon, donc, Hypergay, il y avait, vous n'étiez pas là, vous êtes trop jeune, mais moi j'y étais. Hypergay, il n'y avait que des hommes. Il faut que ça soit bien clair. Des SHA, c'est quelques trans. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas intégré des femmes? Alors, on va me dire parce que... Bon, mais pourquoi on ne fait pas des hypergays pour les femmes, qu'on appellerait hyper, je ne sais pas quoi. Bon, mais alors, on me dit, bah oui, il n'y a pas assez de... Y a pas, le problème, enfin, la question, c'est que... Excusez-moi, j'ai des difficultés à parler. C'est... Il n'y a pas assez de contamination finalement de femmes. Alors il faut le faire en Afrique du Sud et pas ailleurs. Bon, voilà. Donc c'est non, mais on entend toujours des choses absolument invraisemblables.
Bon, alors c'est vrai, mais il faut voir aussi comment elles sont faites en Afrique du Sud. Bon, c'est pas toujours, c'est pas facile non plus hein, de travailler avec des femmes qui ont des difficultés aussi. Hein. Donc, je voulais savoir pour ce que est-ce que oui ou non, moi je crois que non, mais j'ai toujours pensé, mais peut-être que je suis passée à côté. Il n'y a pas eu d'études pour l'après pour les femmes en continu, ce qu'on leur donne aujourd'hui. Il n'y en a pas non plus. Donc, c'est un argument de dire on ne vous donne pas parce qu'il n'y a pas d'études, mais il n'y en a pas plus pour l'autre. Donc, pour revenir à ce que vous dites, c'est toujours les femmes qui trinquent. C'est-à-dire que là, on leur en donne encore plus. Bon, et vous devez savoir un peu pourquoi, parce que si vous êtes gay, vous êtes dans les associations de gays, et vous devez savoir un petit peu que finalement, bon, le reste, c'est plutôt ça maintenant qui est moteur. Donc les femmes, bon, et quand elles arrivent à l'hôpital, c'est pareil. Hein. Je veux dire, bon, il y a une étude qui vient de sortir encore là sur les médecins. Bon, on s'est aperçu que quand on est femme, il vaut mieux avoir des médecins femmes. Hein, le travail est mieux fait. Voilà. Non, mais c'est une vraie étude qui a été faite auprès des personnels hospitaliers. Hein. Bon, donc là, il faudrait le dire ça aussi. On ne dit pas, on dit c'est compliqué. Bon, mais pourquoi est-ce qu'on ne refuse pas? Alors, on parle des femmes, il n'y a pas d'essais, mais par exemple, pour les traitements, il n'y avait pas plus de femmes dans les essais. Hein. Bon, on a fini par leur donner des traitements aussi. Bon. Mais là, on est dans quelque chose qui ressemble quand même. Là, il s'agit de médicaments qu'on donne pour pas. Alors pourquoi l'histoire? Alors, moi, j'entends des trucs invraisemblables. Oui, mais on ne sait pas par rapport au vagin si la PrEP protège que ça. Non, mais oh. D'abord, il n'y a pas que le vagin. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, les femmes elles sont contaminées sérieusement plutôt par des pratiques nouvelles, enfin, chez les jeunes. Je veux dire pour les femmes. Bon, non, mais je crois qu'il faut. Ce problème-là, on le retrouve depuis toujours. Hein. Et effectivement. Alors là-dedans, il y a aussi les violences à l'encontre des femmes, bien sûr. Tu peux me répondre? Je vais juste vous demander de vous présenter parce que j'ai oublié de le faire. Je m'appelle Annie Le Palais, que je suis ici au nom du TRT5, TRT5 CHV. Par ailleurs, je suis une ancienne de SIDA Info Service. Voilà. Ancienne écoutante de SIDA Info Service. Je voulais répondre à Annie. En fait, il n'y a pas eu d'études chez les femmes, mais en ce qui concerne les simplifications de prise chez les hommes, le fait de passer à 2 comprimés chez les prises en continu, de prendre 2 comprimés à la fin, etc., les cohortes d'hommes sont beaucoup plus importantes que les femmes. Donc, ce sont les prescripteurs. Moi, personnellement, j'ai commencé à simplifier chez les hommes bien avant que la SFLS et la SPILF facilitent ou émettent de nouvelles recommandations. Donc, parce qu'on a beaucoup d'hommes et qu'on essaye de copier les 2 modes de prescription, le discontinu et le continu, on a modifié les prises avant même que ça soit officiel. Chez les femmes, moi, je n'ose pas trop le faire parce que j'ai très peu de femmes. Comme toutes mes collègues qui, à chaque fois que je parle avec les médecins, me disent j'ai de très petites cohortes de femmes. Donc, on ne simplifie rien. Et j'ai posé la question aux décideurs en ce qui concerne la prescription discontinue, qui m'ont dit oui, il n'y a rien qui interdise, mais on n'a pas d'études. Donc, on ne peut pas faire le pas. Donc, il n'y a pas d'études. Voilà, et c'est pour ça aujourd'hui, je ne vais pas monopoliser la parole, et c'est pour ça aujourd'hui que je vous dis, en plus de la communication, il y a un manque d'études. Bon, je vais faire très court, je vais essayer. C'est compliqué, moi, toujours. Ah oui. Moi, je suis Nicolas Ragona, l'association Super Séro qui existe depuis 1 an et demi, j'essaie de lutter pour les droits des PVVIH et la visibilité des personnes séropositives. Alors, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Attends, je vais y arriver. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Ouais, alors, je trouve que il y a 2 problématiques. Bon, je ne vais pas revenir sur la prévalence, mais je pense que la prévalence étouffe le sujet. Et du coup, quand on est trop ciblé, la population générale a du mal à pouvoir accéder à ce sujet-là. Moi, il faut savoir que sur les réseaux, en l'espace d'un an, je suis arrivé à 80 000 abonnés et j'ai 80% de femmes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une demande et des femmes hétérosexuelles
et pas forcément d'origine africaine ou quoi. Donc il y a quand même un manque il y a aussi une histoire associative qui a beaucoup représenté les hommes et où je pense que c'est compliqué pour une femme hétérosexuelle, si elle n'est pas africaine, si elle n'est pas TDS, de pouvoir venir s'exprimer sur le sujet. Après, il y a un autre phénomène c'est qu'on ne pourra jamais avancer au niveau du VIH tant qu'il y a une invisibilisation des premiers concernés. Et les premiers concernés, ce n'est pas les séronégatifs, ce sont les séropositifs. Donc toute la discrimination qu'on met en place chez les personnes séropositives va forcément avoir des répercussions sur les personnes séronégatives. Alors ça fait 40 ans, là on est à 40 ans d'épidémie, à part Charlotte Valandré qui en a parlé et qui l'a payé de sa carrière, et Jean-Luc Romero qui est adjoint au maire de la discrimination de Paris, on n'a personne de public qui en parle. Et on a une invisibilisation des personnes séropositives également dans les associations. Donc effectivement, quand on fait un test de dépistage ou quand on fait une prise en charge de soins et que notamment la plupart du temps on a une peur du VIH par rapport à l'histoire des années 80-90 et qu'on n'a personne qui peut représenter ce qu'est une personne séropositive aujourd'hui, en fait on a des fantasmes sur du fantasme sur du fantasme. Il y a aussi un autre phénomène que je vais oser dire là maintenant, c'est qu'étant donné que la plupart des associations sont uniquement axées sur de la prévention, la plupart des bénévoles, enfin pas la plupart, non je ne vais pas faire général comme ça, mais il y a un risque que certains bénévoles s'engagent dans ces associations par sérophobie, c'est-à-dire par peur du VIH. C'est-à-dire que si l'objectif c'est simplement de limiter les contaminations, il y a aussi un oubli de la représentativité des PVVIH, et il peut y avoir aussi parfois de la sérophobie au sein des associations. Bonjour, Étienne Fouquet, je travaille à l'association Aide et je suis en charge de la PrEP au siège. Et par ailleurs, je suis séropositif aussi, donc c'est pour dire qu'on a aussi des séropochèdes et qui travaillent sur la PrEP, donc c'est pas, on n'a pas de sérophobie, je pense, nous, dans notre asso. Je pense pas, même si... Donc, sur les études, c'est très compliqué. Vous pourriez demander au professeur Molina qui font des études sur la PrEP. Moi, j'étais dans Hypergay, d'ailleurs, je me suis fait contaminer. J'étais en bras placebo d'Hypergay. Je fais partie des 14 personnes qui... Donc, je peux vous en parler, je connais bien le sujet. Pour qu'une étude soit validée, il faut qu'il y ait suffisamment de prise de risque. Il faut qu'il y ait une population qui soit très, très, très il faut qu'il y ait beaucoup de risques, beaucoup de partenaires. Et donc les HSH sont idéaux dans ce sens-là pour les études, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de prises de risques, beaucoup de contamination. Et vous évaluez très vite l'efficacité d'un outil quand vous mettez l'outil sur une population qui se fait de toute façon très, très facilement contaminée. Si vous prenez des femmes qui ont 1 ou 2 partenaires, parce que c'est pas que des femmes... vous avez bien cité l'exemple tout à l'heure de la femme de 50 ans qui a eu un seul partenaire. C'est beaucoup ça aussi chez les populations, les femmes afro-caribéennes qui sont contaminées. On a beaucoup ce type de population et c'est pas que des libertines qui ont 50 partenaires par an. Donc c'est compliqué aussi de mettre des femmes dans les études. Alors, nous, en tout cas, on partage le constat qu'il y a un manque de communication, ça c'est clair et net. Et je pense qu'on a été acteurs sur le sujet. La première campagne de PrEP en France, c'était nous qui l'avons faite avec des couples en noir et blanc. Il y avait un couple gay, mais il y avait 2 couples hétéros. Il y avait un couple de noirs, un couple de latinos. Enfin, je pense qu'on a essayé de montrer tout de suite les hétéros, ça faisait partie dans l'espace public. Alors pas suffisant avec nos moyens à nous, donc c'est pas les moyens de l'État. Et donc on a pu cibler que dans le métro parisien et puis sur des affiches dans les tabacs en province, mais c'est malheureusement tout ce qu'on a pu faire. Et on en a fait une récemment avec une femme africaine et avec un jeune latino, enfin un jeune maghrébin. Donc pour dire qu'on essaie de cibler aussi des populations qui en effet ont du mal à aller vers la PrEP aujourd'hui. Et je pense qu'il faut continuer à faire ça, mais avec les résultats un peu moyens qu'on voit, puisqu'on reste à 3% de femmes, alors que ça fait déjà plusieurs années qu'on est sur la PrEP. Moi, je pense qu'il faut continuer la com nationale et faire ce que vous faites, les 2 associations, le CGID et le Bus des femmes, c'est-à-dire faire des actions de terrain avec une proposition de santé globale, parce que vous avez compris qu'en effet, c'est pas que le VIH qui va les attirer et qu'il faut être tout le temps, il faut être répété, il faut les accompagner plus. Et je pense que c'est ce que font mes collègues qui sont sur le terrain, donc qui sont juste à côté de moi, qui pourraient vous en parler aussi très bien. Donc voilà. Et continuons, mais pour les études, c'est compliqué, il semblerait, d'après ce que disaient les professeurs. Moi, je suis Esther, je suis accompagnatrice PrEP. Donc, j'ai eu à faire aussi des accompagnements au sein de votre hôpital, du CGID. C'est vrai que, par exemple, là, j'étais un peu surprise de voir qu'il n'y avait plus
entre guillemets, des femmes africaines, parce que je me rappelle à l'époque où j'avais quand même quelques femmes nigériennes. Et la question qui s'est posée, d'abord, il y avait la barrière de la langue. Et après, c'était au niveau de la prise de, comme on dit, le schéma en continu qui posait aussi problème, parce que pour elle, il y avait d'autres, par exemple, qui prenaient la pilule. Et pour elle, c'est dire prendre et la PrEP. Prendre et la pilule, c'était un peu compliqué. Donc, j'essaie un peu de leur dire, voilà, il y a d'autres moyens pour se protéger, pour ne pas avoir d'enfants. Il y a ceci, il y a cela et tout, mais des fois, ça ne passait pas. Donc, voilà. Donc, ça ne me surprend pas. Et je pense que moi, c'est depuis 2017 que j'ai fait des accompagnements. À vrai dire, on n'a vraiment que des hommes. Et souvent que des hommes HSH. Les peu des hommes migrants HSH, hétéros que j'ai pu avoir, ce sont des personnes qui venaient prendre la PrEP parce qu'ils retournaient au pays. Donc, ils se disaient, pour ne pas attraper le VIH, je vais prendre ma PrEP et tout et tout. Mais dès qu'ils reviennent, ils reprennent leur vie normale. Donc, la question qui se pose, comme on se dit, c'est comment faire pour atteindre les femmes. Parce que nous aussi, ça fait vraiment un bon moment qu'on essaye de se dire comment faire. On a commencé avec nos petits moyens de bord. On a fait une campagne pour le 8 mars avec les militants de aide pour pouvoir promouvoir la PrEP auprès des femmes. On est allé faire des campagnes, on les a affichées à Château d'Eau. On a fait des actions dans différents salons et on était quand même surprise de voir que les femmes ne connaissaient pas du tout la PrEP. Donc, la question vraiment qu'on doit se dire, c'est comment faire pour faire passer le message. Parce que tant que les femmes n'ont pas encore cette information-là, ça sera vraiment, vraiment compliqué pour qu'elles puissent venir prendre la PrEP. Et les quelques femmes que moi j'accompagne, si je peux donner quelques exemples, il y en a une qui est libertine, mais il y en a aussi une qui, parce que son mari a plusieurs partenaires, et pour elle, négocier le préservatif ou dire à son mari qu'on doit systématiquement utiliser, ça risque de provoquer des dégâts et des trucs au sein du ménage. La femme, elle dit, moi Esther, je viens prendre quand même ma PrEP. Il ne sait pas, mais je prends ma PrEP pour me protéger parce que je sais qu'il fait des trucs dehors. Voilà. Et comme on dit, la PrEP, on a souvent des femmes précaires et c'est vrai qu'à un certain moment, elles sont obligées, même si elles démarrent la PrEP, d'arrêter. Moi, j'ai fait des accompagnements et des femmes que je suis obligée d'aller au-delà de ma mission, c'est-à-dire leur accompagner pour trouver un hébergement, pour trouver de quoi manger, pour qu'elles ne puissent pas arrêter la PrEP parce que ce ne sera pas la priorité première. Donc, je crois il faudrait qu'il y ait un mixte de ces deux-là pour que la PrEP puisse marcher au niveau des femmes, surtout les femmes en situation de précarité. Voilà. Alors, moi, je suis Nicolée, je suis chargée de mission sur l'accompagnement en santé sexuelle à l'association Aide. Moi, je voulais juste dire, en fait, au niveau de la PrEP, les femmes que j'accompagne, et principalement, en tout cas, la majorité, ce sont des femmes issues d'Afrique subsaharienne. Quand je leur pose la question pour celles qui ont des prises de risque ou des doutes quant à leur partenaire ou inversement, qui ont aussi peut-être multi-partenaires, la majorité, en fait, n'ont jamais entendu parler de la PrEP et leur médecin, malgré parfois qu'elles leur disent qu'elles ont pris des risques ou autres, ne leur en parle pas. Donc ça aussi, comme ça a été dit, aussi c'est vraiment une mobilisation, une sensibilisation aussi auprès des médecins, alors que ce soit généralistes, médecins traitants, infectiologues et autres, parce que ça c'est un souci, parce que pour moi le canal en tout cas c'est le médecin. Si le médecin n'en parle pas, après oui il y a les associations et tout ça, mais c'est déjà là, parce que dans tous les cas, nous en tout cas on essaye de faire notre travail de prévention, mobilisation. Mais ensuite, de toute façon, c'est le médecin qui est prescripteur et tout ça. Donc, c'est un peu... c'est très compliqué. Et puis, il y a aussi ce côté... quand on présente la PrEP, il faut vraiment faire simple, parce que c'est vraiment pas évident à comprendre. Déjà, même nous qui sommes sur le terrain ou qui sommes habitués, voilà, il faut vraiment essayer de limiter les termes trop compliqués, difficiles à comprendre. Le schéma, on sait que le schéma de prise n'est pas le même chez la femme que chez l'homme. Donc vraiment, et puis il y a ce côté aussi, selon les communautés, qui dit médicament est associé à forcément maladie. Donc voilà, il y a plein de critères à prendre en compte en fait pour pouvoir espérer que les personnes adhèrent
ne serait-ce que déjà au discours, hein, parce qu'on ne va pas aller jusqu'à déjà la mise sous PrEP, hein, déjà ça. Oui, en fait, je voudrais juste reprendre deux choses. Moi, Émilie Fleury, je suis au comité des familles aujourd'hui. J'ai été à Action Traitement il y a quelques années. Je pense que ça doit faire 15 ans à peu près maintenant. Je suis dans la lutte contre le sida en tout. Et en fait, cette question-là de la part des femmes dans les études, c'est pas nouveau, quoi. C'est ce que je veux vraiment appuyer là-dessus. C'est pas nouveau. On l'entend depuis trop longtemps. J'ai pas envie de dire le temps parce qu'en fait, on l'entend depuis trop longtemps. Moi, et ce qui me choque, en fait, parce que je n'avais pas cette conscience-là sur la prise en continu pour les femmes, etc., c'est que j'ai souvenir d'il y a quelques années où, en fait, on s'était dit mais les femmes, les trithérapies, elles sont trop dosées pour elles. En fait, c'était ce qui ressortait justement de leur absence de part dans les études, c'est qu'au final, elles étaient trop dosées. Les trithérapies classiques étaient trop dosées. Il fallait retrouver des dosages plus faibles pour elles. Une fois qu'elles étaient contaminées au VIH pour les traiter, parce qu'en fait, du coup, il y avait beaucoup de toxicité des traitements, plus sur les femmes que sur les hommes. Il y avait des effets indésirables qui étaient plus, du coup, forts sur les femmes que chez les hommes. Donc, on s'est dit qu'il fallait peut-être revoir les dosages. Et là, on les charge, quoi. Avec la PrEP, on les charge. Alors, on sait que dans un traitement au long cours, pour traiter le VIH, c'est trop dosé. Mais pour les prévenir, on va quand même les charger. Et on va maintenir le fait qu'il faut les charger, alors que peut-être que si... Je ne sais pas, je ne suis pas scientifique. Encore une fois, je suis militante et je fais de la communication. Mais je me dis qu'il y a peut-être quand même il y a un problème pour moi, en fait, par rapport à tout ce que j'ai pu lire et me documenter, ne serait-ce que là-dessus. Et puis, juste une petite réponse à Nicolas, et je pense je t'invite à en discuter après. Il y a des personnes vivant avec le VIH dans les associations, on ne les cache pas à la cave. Par exemple, au comité des familles, on a un projet qui s'appelle Madeleine, qui est un projet justement de témoignage de vie avec le VIH, qui se fait dans les études, dans les collèges, dans les lycées, où on envoie des personnes vivant avec le VIH parler avec les jeunes pour parler de leur vie avec le VIH et faire en fait un témoignage qui incite peut-être au dépistage, ou en tout cas à prendre soin de soi et surtout à se dire que la vie ne s'arrête pas avec un dépistage positif. C'est pas nouveau, ça existe depuis au moins une quinzaine d'années et il y a plein d'autres associations où il y a des personnes qui vivent avec le VIH en fait. Non. Oui, tu n'es pas à Paris, mais il n'y a pas que des associations à Paris. Il y a ALS à Lyon, il y a des associations aussi à Marseille. Je n'ai pas les noms là, mais d'autres pourront peut-être m'aider à retrouver les noms. Et en fait, il faut chercher un peu plus loin en fait que sa propre histoire aussi, quoi. Parce que j'entends beaucoup ton discours là-dessus sur les réseaux, sur le fait qu'il n'existait pas grand-chose, etc. Si, il existe des choses et c'est vrai que peut-être qu'à Nice tu t'es senti isolé, mais d'un point de vue national, il y a plein de structures qui font des choses et on n'invisibilise pas les personnes vivant avec le VIH. Et il y a beaucoup d'associations qui font de l'accompagnement, on ne fait pas que de la prévention non plus, quoi. À AIDS a une grosse histoire d'accompagnement et c'est vrai que depuis quelques années, ils se sont orientés plus par la prévention et parce que c'est là où il y avait quand même un gros besoin en prévention plus que dans l'accompagnement. Mais des associations qui accompagnent et qui servent du coup du moins pas qui servent, mais qui mettent en avant les personnes séropositives pour accompagner vers le dépistage et accompagner vers la vie, en fait, ça existe, quoi. Voilà. Je voudrais répondre à ta remarque sur les études cliniques. Actuellement, on n'est plus au stade de démontrer l'efficacité de la PrEP chez les femmes. Donc, on n'a pas besoin de faire des études chez des femmes qui ont des partenaires multiples. On est au stade de voir comment sont métabolisés les médicaments. Donc, faire des dosages de médicaments qu'on peut faire chez les femmes qui sont déjà sous PrEP ou chez les personnes infectées par le VIH qui sont sous traitement pour démontrer
laisse-moi finir, s'il te plaît. Pour démontrer la concentration plasmatique efficace. C'est ça ce qu'il faut faire. Savoir si chez la femme, la concentration plasmatique efficace est la même que chez l'homme. Cette concentration plasmatique qui a fait dire actuellement que si on prend 4 jours sur 7, ça suffit pour être protégé de la PrEP. Si on prend 2 jours d'affilée, eh ben, on a une concentration plasmatique avec un booster en premier, ça suffit. Donc c'est ça. On n'a plus besoin de rechercher des femmes qui prennent des risques, mais juste les femmes qui sont déjà sous ces traitements pour la PrEP ou pour le VIH, faire des dosages. Et faire des dosages, parce que dans la mise sur le marché des médicaments, on avait fait déjà des dosages. Beaucoup chez l'homme, quelques-uns chez les femmes. Donc des études rétrospectives pour aller voir ce qu'on a trouvé comme résultat au niveau plasmatique et au niveau génital. Mais il faut qu'il y ait une volonté d'aller faire ces études sur les cohortes qui existent et actuellement faire des études plasmatiques. Et donc c'est de là que j'ai commencé à écrire au TRT5, à écrire à certains médecins pour essayer donc de nous rassembler autour du sujet. Moi, je voulais revenir par rapport à ce que Esther vous avait dit, justement qu'il y a eu un peu de femmes sous PrEP, notamment des travailleuses du sexe nigérianes, il y a quelques années. Et en fait, c'est ce dont on se rend compte, c'est qu'une fois que ces femmes, parce que du coup maintenant on les suit de temps en temps, mais plus en PrEP, puisque notamment celle que j'ai en tête, elle a eu un titre de séjour, elle travaille, elle s'est complètement stabilisée, et qu'en fait, du coup, elle sort un peu du risque. Et en fait, c'était ça dont je voulais parler, c'était surtout que au moment où en fait elles sont le plus précaires, c'est à ce moment-là où les risques de contamination sont les plus élevés. Et finalement, quand on arrive, alors de manière très très globale, à les sortir de cette précarité, finalement, le risque diminue et finalement, ce serait à ce moment-là où elles auraient la capacité de prendre un traitement de manière plus simple. Donc, il y a un truc qui est complètement, qui va pas dans le même sens. Mais donc, oui, on a finalement peut-être, on a tout intérêt à les sortir le plus vite de la précarité pour que cette zone de risque intense soit la moins longue possible. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'elles sont dans cette période très, très à risque. Ça, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire puisqu'on sait qu'il y a d'énormes freins à la prise de traitement. Voilà, dans cette période à risque, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être faire des dépistages très réguliers. Enfin, je ne sais pas. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre finalement le moment où elles sortent de la précarité, où on est toutes très contentes de ça, de les voir insérées avec un travail stable, ne plus travailler dans la rue, etc. Et finalement, elles ont moins besoin de la PrEP. J'en ai un. Il y a eu des personnes qui avaient été mises sous PrEP à ce que TDS, mais en fait qui étaient en parcours de sortie. Du coup, on accueille aussi des parcours de sortie. Des femmes qui font ça. Voilà, on a vraiment ces deux populations très différentes. Et en fait, elles avaient été mises sous PrEP. Elles revenaient me voir en me disant mais je comprends pas, je veux plus faire ça en fait. Et du coup, c'était ultra stigmatisant pour elles. Elles étaient sorties de cette prostitution qui n'était pas choisie. Et du coup, il était hors de question de prendre un parfumé tous les jours. Même si ça pouvait leur arriver quand même de retourner travailler un petit peu à la rue pour compléter les fins de mois. Mais ça avait été vécu ultra violemment en fait. Et à contrario, les femmes qui, elles, du coup, ont vraiment décidé de faire cet exercice, j'en ai une il n'y a pas longtemps, c'était assez rigolo. Elle était allée voir son médecin pour lui dire, donc elle était travailleuse du sexe. Elle est travailleuse du sexe auprès de personnes qui avaient un handicap. Et là, le médecin lui a dit, donc elle voulait prendre la PrEP. Et le médecin lui a dit, les rapports que vous avez avec ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes à risque qui ont des handicaps. Il y avait aussi il y avait un jugement en fait, du médecin, alors qu'elle était venue pour la PrEP. Du coup, on a pu la rediriger vers un centre de dépistage en Cégide où c'était son choix. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a ces deux ambivalences aussi. Est-ce que cibler les hommes qui reviennent au pays, ça peut pas être une solution? Parce que
voilà, on voit bien, on a vu que ça revenait dans deux exemples différents. Voilà, peut-être plutôt que d'essayer de chercher des femmes qui sont plus difficiles à. Je sais pas. Et après, il y a vraiment la difficulté, c'est de se sentir concerné à titre. Nous, on voit bien que les HSH qui se sentent pas appartenir à la communauté gay, par exemple, ne viennent pas prendre la PrEP. On voit très bien que aujourd'hui, la HSH qu'on touche, c'est ceux qui se sentent gays, ceux qui habitent dans les grandes villes, ceux qui sont très. Voilà, les études le montrent. Et en fait, ceux qui continuent à se faire contaminer, c'est les HSH. Non communautaires, parce qu'ils ne se sentent pas appartenir à une communauté à risque face au VIH. Et c'est pareil, les femmes en général ne se sentent pas appartenir à une communauté. C'est pas une communauté déjà, les femmes. Hein, Donc les femmes africaines peut-être, et encore, c'est plutôt les femmes nigérianes, les femmes. Et voilà, donc c'est vraiment essayer de voir si les communautés se sentent touchées, et peut-être essayer d'aller aussi vers les hommes. C'est peut-être aussi une piste, mais on voit bien les difficultés que ça pose. Et moi, je m'oppose pas du tout à aller aux idées de recherche, au contraire. Hein. Une dernière question, puis Aram, je te laisserai conclure. Oui, donc je suis Mathieu H pour Vers Paris Sans Sida. Par rapport au témoignage que vous évoquez, ce que tu viens de dire, il me semble que peut-être dans notre réflexion collective, il y a l'idée de revenir sur le parcours des femmes PVVIH, comprendre à quel moment la PrEP, à partir de leur témoignage, comment ça aurait pu leur être utile, et du coup adapter notre discours et nos actions pour diffuser cet outil-là. Le témoignage que vous évoquez, il me semble vraiment, en fait, quelqu'un qui a un seul partenaire, mais comprendre que là, c'est typiquement les personnes qu'on peut viser, quoi. Donc revenir sur ces parcours-là, ça me semble hyper important. Alors pour la PrEP et le voyage, il me semble que c'est Saint-Louis qui avait mis en place assez rapidement une consultation de voyage où il proposait la PrEP en fonction du type de voyage. Justement, il questionnait bien ça. Et nous, au Cégide de Montreuil, justement, après, c'est la question, il faut que les gens viennent et nous disent qu'ils vont en voyage. Donc il y a ce côté-là. Mais nous, on a eu beaucoup, dans notre file active, justement, j'en ai pas parlé parce que c'était pas le thème, mais on a quelques hommes hétérosexuels, notamment africains, qu'on suit régulièrement via le voyage. C'est-à-dire que les premières fois qu'on les a vus, ils rentraient de voyage et ils avaient pris des risques en voyage. Et donc, on a pu les informer en disant, écoutez, si vous repartez, voilà ce qu'on peut vous proposer pendant le voyage, puisqu'il y a la question du risque qui n'est pas la même, puisque un des facteurs de risque aussi de VIH, c'est les rapports sexuels en zone d'endémie du VIH, où justement, dans ces pays-là, la population générale a plus le VIH que des populations plus communautaires. Et donc, justement, qu'il y a un risque à ce moment-là. Et donc, il y a des hommes qu'on suit qui viennent avant de partir et on propose, du coup, le traitement antipaludéen et la PrEP, un peu un combo, de manière pour le voyage. Et ça, alors nous, on le fait un petit peu, parce qu'on est un petit centre, mais je crois que l'hôpital Saint-Louis le fait beaucoup. Et ensuite, pour savoir quand est-ce que les femmes PVVIH se sont contaminées, je crois qu'il y a l'étude Parcours qui le montre assez bien, notamment qui dit qu'il y a 50% des contaminations qui ont eu lieu sur le territoire de ces femmes PVVIH nées en Afrique subsaharienne. Donc il y a un vrai... On pourrait avoir une vraie prise, vu que pour 50% d'entre elles, c'est une fois qu'elles sont arrivées. Et finalement, il y a, pour rebondir sur la précarité, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a, je crois, 5 ou 10 ans, en fait, pour quelqu'un qui arrive dans des conditions précaires pour se stabiliser, en fait. Et qu'en fait, c'est pendant cette zone-là où on dit qu'elle est le plus fragile. Et puis finalement, quand je repense à ma patiente qui a, je crois, 50-55 ans, elle était complètement stabilisée. Ça faisait beaucoup plus de 10 ans qu'elle était là. Et finalement, elle a été quand même contaminée. Donc oui, non, c'est très compliqué. Par les hommes, c'est un biais. Nous, à l'hôpital de Montreuil, on a fait un projet pendant 1 an et demi. C'était de faire un dépistage systématique prénatal à tous les hommes dont les enfants allaient naître à la maternité de Montreuil.
puisque justement, on s'est rendu compte que les femmes, à chaque grossesse, elles avaient une sérologie VIH, ce qui fait que notamment pour les femmes hétérosexuelles africaines, on arrivait à dépister leur infection par le VIH plus tôt que les hommes, puisqu'il y avait des grossesses en fait. Et sauf qu'à l'occasion de ces grossesses, les hommes n'étaient pas testés, alors que... Et donc là, on a testé 1300 pères, enfin futurs pères d'enfants à naître à la maternité, pour leur expliquer que y a, dans une transmission, il y a 2 personnes, et donc il faut tester les 2 pour savoir. C'est super ça. J'ai vécu enceinte chez vous. On est en salle d'attente, tranquille, on attend pour nos visites, et puis, allez, ils arrivent, ils viennent chercher le papa. Comme ça, comme en dépistage un peu sauvage. On a commencé comme ça. Mais c'est super. Et après, du coup, on a mis des consultations prénatales en place. C'est le meilleur endroit, en fait, pour demander au papa d'aller faire une piqûre. Mais actuellement, ça fait partie des recommandations du bilan chez les femmes enceintes, que les pères qui prennent des risques ou qui risquent de prendre des risques soient testés avant la grossesse et au plus tard au 6e mois. Mais tout le monde ne le fait pas. Pour les voyages, justement, donc ça rejoint ce qui a été dit à un moment. En fait, il faut que la communication atteigne les hommes hétérosexuels, en fait. Donc, une fois que l'information sur la PrEP atteint les hétérosexuels, on verra peut-être arriver plus d'hommes aux consultations qui demanderaient la PrEP parce qu'ils partent en voyage. Moi, dans ma file active, j'ai un homme français du Sousse qui habite en France, qui est marié, qui ne prend aucun risque quand il est en France et qui, dans le cadre de son travail, séjourne régulièrement 3 mois en Thaïlande. Et de lui-même, il s'est présenté à la consultation PrEP et a demandé la PrEP, donc il vient régulièrement avant de partir en voyage, avec son bilan, et il a la prescription pour les 3 mois de son séjour en Thaïlande. Puis il revient, pas de PrEP, il ne prend pas de risque et rebelote à chaque fois. Et donc, ce n'est pas un Africain, mais il prend des risques quand il est en voyage. Bon. En tout cas, merci encore une fois. On voit que ça a suscité beaucoup de débats. Je pense qu'on a beaucoup de travail encore à faire. Alors, nous, de notre côté, comme je dis, notre petite place, on va essayer d'interpeller les pouvoirs publics, notamment Santé publique France, parce que ce sont eux qui sont chargés de la communication et des études aussi. C'est à ce niveau-là que ça se fait. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Mais on a besoin de vous aussi. Je pense que si on est nombreux à les interpeller, à leur demander que des choses soient faites, ne serait-ce que déjà la communication, mieux communiquer. Puis après les études, les études ça a un coût, et voilà, il faut pouvoir les mener, il faut des investigateurs, des promoteurs, donc c'est un peu plus compliqué. Mais déjà au moins en termes de communication, ça serait déjà un grand pas si on arrivait au moins à réunir nos forces autour de ça. Alors, il y aura d'autres petits déjeuners. On va trouver on a plein d'autres thématiques. Et ben justement, on parlait du TPE. C'est un sujet aussi sur lequel on a pas mal de choses à dire. On est aussi à votre écoute si il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on puisse regarder par rapport à notre base de données, ce qu'on a et ce qu'on pourrait sortir et qui pourrait enrichir aussi le débat. Voilà, on est aussi preneur des sujets que vous pouvez nous apporter, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de sujets, mais parfois vous pensez à des choses sur lesquelles peut-être que nous on pense pas. En tout cas, je remercie donc Valériane du CJ de Montreuil et Élise du Bus des femmes. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, et merci à vous d'être présents et de pouvoir relayer un peu tout ça et de voir un peu comment aussi vous pouvez apporter et faire travailler en tout cas sur cette thématique-là, et qu'on puisse avoir des actions communes, ça serait super. Merci encore et bon retour.